Je vais vous donner la définition du mot karma. La définition du mot karma, ça signifie simplement qu'à toute action, il y a une répercussion. Voilà. Le mot karma, c'est uniquement ça. Alors les gens, ils ont par habitude de mettre sur le mot karma le chemin de l'âme, le chemin de vie, la réincarnation, le bien, le mal. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le karma. Le karma, c'est on fait une action, on en retire une répercussion. Voilà, ça c'est le mot karma. Maintenant, c'est vrai que le karma est volontiers associé à la réincarnation. D'accord ? Mais il n'y a pas que la réincarnation avec le karma, parce que le karma, il peut être aussi dans la vie actuelle, dans la vie que vous vivez actuellement. D'accord ? Donc, il y a plusieurs sortes de karma. Il y a le karma que l'on a fait avant et que l'on vient épurer ou amplifier, d'accord, dans la vie actuelle. Il y a le karma que l'on fait dans la vie actuelle par nos actions de tous les jours, d'accord ? Voilà. Ensuite, il faut bien garder en tête que le karma, c'est pas mis au nom de l'ego, parce que les gens, je vous dis par expérience, les gens confondent beaucoup le karma, la vie actuelle et l'ego. D'accord ? C'est-à-dire que les gens pensent que le karma, alors je m'appelle Alain Arrigui, d'accord ? Donc je vis le karma de Alain Arrigui. Ben c'est tout faux. On ne vit pas le karma de Alain Arrigui. On vit le karma, alors après c'est chacun ses croyances, mais on vit le karma de l'énergie qu'il y a à l'intérieur de la matière. Notre corps, c'est le véhicule de cette énergie, d'accord ? Et le karma, il est associé à l'énergie qui est dans le corps, et pas au corps lui-même qui détient un ego pour qu'il puisse vivre cette vie-là. C'est clair pour vous ? Il y a un truc, vous dites l'énergie, c'est l'énergie ou c'est l'âme ? L'énergie, l'âme c'est de l'énergie. Alors, pour ne pas mettre de conviction personnelle, j'appelle ça énergie, mais vous pouvez l'appeler âme, vous pouvez l'appeler le grand tout, vous pouvez l'appeler les forces cosmiques, vous pouvez l'appeler entité. Ça, c'est chacun sa croyance. Je ne suis pas là pour vous donner une croyance. Moi, je vous dis juste qu'il y a une énergie. Alors, si tout le monde est d'accord, on va l'appeler âme. Ça sera peut-être plus simple pour avoir un nom commun à tous. Mais suivant là où j'interviens, il y a des gens qui croient, par exemple, à la force cosmique. D'accord ? Quand je dis force cosmique, ils croient à la force de l'univers. Il y a une énergie qui mue tout l'univers, et forcément, cette énergie, elle nous mue aussi. D'accord ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le karma n'est pas associé à la matière, c'est-à-dire au corps, donc c'est-à-dire à notre ego. Moi, je m'appelle Alain Arrigui, c'est pas le cas, comme je vous dis, c'est pas le karma de Alain Arrigui. C'est le karma, donc on a pris le mot âme pour que tout le monde soit bien au même diapason. C'est le karma de notre. Alors, c'est même pas le karma de notre âme, parce que l'âme n'appartient pas au corps. C'est le corps qui appartient à l'âme. D'accord ? C'est pas pareil, parce que le corps, la matière, est le véhicule de l'âme, si vous préférez. L'âme va s'incarner dans de la matière, et c'est cette matière qui va permettre à l'âme de faire le travail qu'elle doit faire pour épurer son karma ou pour expérimenter. Donc, il faut bien remettre les choses dans leur place. C'est que le corps, lui, il n'est que de matière, il va s'en aller. Et votre ego va s'en aller avec. Donc, il va rester votre âme. Bonjour, prenez place. Après, on fera... Je ne vous coupe plus. Votre âme va s'incarner dans de la matière, elle va expérimenter ce qu'elle a à faire, et quand elle aura fini ce qu'elle a à faire, votre âme va s'en aller, elle va rejoindre, après je vous expliquerai plus en détail, elle va rejoindre le grand tout, c'est-à-dire la masse énergétique. Lui, votre corps de matière, il va s'en aller avec votre ego.
D'accord? Donc ça veut dire qu'Alain Rigui, quand mon âme elle a fini ce qu'elle a à faire, je vais dégager. Hein? Donc il faut penser qu'il ne faut pas associer, c'est pas le corps et l'ego qui commandent hein, dans le karma. C'est l'âme. Et l'âme est dans le corps, l'âme est dans la matière pour qu'elle puisse faire en même temps évoluer la matière. Il y a une double effet qui se coule, si je peux dire. L'âme, elle vient dans le corps, elle sert de véhicule, le corps sert de véhicule, et en même temps, l'âme fait évoluer la matière. Vous êtes tous... Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là du mental et des émotions si tu Ça veux. va venir après. D'accord. Le mental et les émotions sont une manière... Alors, le mental, il sert à réguler les émotions. D'accord? L'homme, à la base, il n'est qu'émotion. C'est pour répondre à la question, mais ça vient aussi dans la démarche, c'est pour ça que je réponds. Hein? Le mental vient pour régir les émotions. À la base, l'être humain n'est qu'émotion. D'accord? Quand on évolue, eh bien, le mental ne prend pas sur les émotions. Alors, ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas bonnes, mais les émotions sont au service de l'ego. Les émotions sont uniquement au service de l'ego. C'est-à-dire, l'être humain, il a des émotions pour satisfaire son ego. D'accord? Par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Vous avez une émotion, vous tombez amoureux de quelqu'un, mais c'est une émotion. D'accord? Et cette émotion, elle est au service de l'ego et pas au service de l'âme. D'accord? Là, ce qu'on appelle l'amour pour l'âme, c'est différent. C'est pas de l'amour c'est pas de l'amour d'ego à ego, c'est pas de l'amour d'individu à individu. L'âme, c'est de l'amour global. D'accord? L'âme agit toujours dans la globalité et jamais dans l'individualité. L'amour universel, donc. Hein? Un amour universel, plutôt. L'amour universel, c'est encore autre chose. Excusez-moi. Non, mais vous faites bien. L'amour universel et l'inconscient universel, c'est encore autre chose. D'accord? L'âme, elle agit encore au-dessus. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez une idée, avant de rentrer dans le rapport astrologie et karma, est-ce que vous avez une idée où se situe l'être humain quand même dans tout ça? Parce que beaucoup de gens me posent la question après, donc maintenant je fais en sens inverse. Bah, il y a plusieurs règnes. Voilà. Vous avez plusieurs règnes. Et le règne humain, c'est le 4e. D'accord? Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et le règne... Après c'est plus difficile pour moi. Hein, et le règne planétaire. Voilà. Donc, l'âme, elle commence, quand c'est ce qu'on appelle une jeune âme, elle commence par le règne minéral. Elle expérimente la vie dans le règne minéral. Ensuite, quand elle a expérimenté le règne minéral, eh bien, elle passe au règne végétal. Donc elle expérimente le règne végétal. Ensuite, elle passe au règne animal. Et ensuite, elle passe au règne humain. Alors, sachant que dans chaque règne, elle a un boulot à faire et qu'elle ne passe au règne suivant que quand elle avait vraiment tout expérimenté. Si vous préférez, c'est comme des classes dans une école, cours préparatoire et ainsi de suite. Alors, on est un peu obligé d'imager ça comme ça pour arriver à comprendre, parce que sans ça, c'est très vaste pour le cerveau humain. Alors, je n'ai pas un cerveau mieux que le vôtre, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que pour le cerveau humain, conscientiser qu'on est passé d'abord dans le minéral il y a quelques centaines ou milliers de vies, ça paraît toujours un petit peu difficile. Et alors, après, quand on passe du règne humain au règne planétaire, il y a quand même une petite transition qui s'appelle les Devas. D'accord? Vous connaissez les Devas? C'est ce qu'on appelle les êtres de lumière. Alors, ça, je ne peux pas le vérifier, désolé, c'est ce qui est devenu Jésus ou Bouddha quand ils ont quitté le règne humain. D'accord? Ils sont passés, entre le règne planétaire et le règne humain, il y a les Devas, il y a ce qu'on appelle les êtres de lumière. Voilà. Donc, c'est clair pour le karma? Ça, vous n'avez pas de questions sur le karma, tout ça? Voilà. Alors, je vais juste vous préciser que quand je dis que l'âme, elle doit aussi faire évoluer la matière, c'est juste parce que l'âme, elle a une fonction quand même. Hein.
L'âme, c'est de l'énergie, et la matière, c'est une autre énergie, mais qui n'est pas muée d'évolution. Donc l'âme, elle tire la matière pour en faire énergie pure. Si vous préférez, à la fin, la matière, elle va se transformer en une énergie pure. C'est cela qu'on appelle par faire évoluer la matière. Après, il y a un sens spirituel aussi à l'évolution de la matière, c'est faire de l'instinct quelque chose de plus évolué, c'est-à-dire tirer de l'émotion, comme disait Madame, pour en arriver au mental. Le but de l'âme, elle n'est plus émotion, elle n'est plus que mentale. D'accord ? Elle a évolué. Après, elle évolue encore et encore pour passer dans les différents règnes. Hein ? C'est clair pour vous ? À partir de quand il y a une âme? Il n'y a que dans le règne humain? La différence, non. L'âme, elle passe dans tous les règnes. D'accord ? La différence avec le règne humain, c'est que l'âme, quand elle a assez évolué dans les autres règnes, elle prend conscience que dans le règne humain, la matière, elle est mortelle. D'accord ? Le principal différence, enfin, entre autres, mais la plus grosse différence, je vais dire, entre le règne animal et le règne humain, c'est la conscience de la mort. L'animal n'a pas conscience qu'il est mortel. D'accord ? Le seul règne où il y a conscience de la mort, c'est dans le règne humain. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un des travaux de l'âme quand elle est dans la matière humaine, c'est que elle est là pour travailler sur l'ego. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur de mourir ? Qu'est-ce qui fait, enfin vous, en général, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de mourir ? C'est l'ego. D'accord ? C'est votre ego. Vous allez perdre plein de choses. Parce qu'on ne connaît pas, surtout. On ne sait pas. Oui. Il y a l'inconnu, mais c'est surtout la perte de plein de choses qui vous fait avoir peur de la mort. C'est la perte, quand vous interrogez les gens, c'est je ne vais plus voir ma fille, je ne vais plus voir mon père, je ne vais plus voir ci, je ne vais plus voir là, je ne vais plus avoir ça, j'aurai plus ci, j'aurai plus là. Donc c'est hein ? C'est plus l'inconnu qui me fait peur. Oui, aussi. Ou la souffrance. Aussi, ou la souffrance. Mais tout ça, tout ce que vous dites, c'est attaché à l'ego. D'accord ? C'est attaché à votre personnalité. Harry, Caroline, c'est attaché uniquement à la personnalité. D'accord ? Moi, je n'ai pas peur de la mort, c'est bizarre. Parce que... Mais parce que je suis astrologue, parce que je suis voilà, mortelle. Voilà, mais bon, à part certaines personnes qui ont une conscience parce qu'elles ont travaillé sur le décès et sur la manière dont on peut quitter la planète, c'est sûr que la majeure partie des gens, moi j'ai un cursus hospitalier de 20 ans, et je peux vous dire que les gens, quand ils sont prêts à partir, ils ne veulent pas. Hein. Ils s'accrochent. Hein. Ce qui est tout à fait normal, c'est pas une critique. Hein. Voilà. Ah. Bon, alors maintenant que tout ça c'est bien clair pour tous, je vais en arriver au rapport karma et astrologie. D'accord ? Voilà. Donc, à notre époque, il y a très peu d'outils qui puissent... celui-là, par contre, il m'ennuie, l'outil. Il y a très peu d'outils pour travailler sur le karma. Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres outils pour travailler sur le karma ? Que l'astrologie ? Moi, je connais que l'astrologie. Bonsoir. Il y a les régressions. Oui, mais les régressions, c'est plus vivre, c'est pas travailler dessus, à proprement parler, d'accord ? Les régressions, on va régresser pour voir les différentes vies qu'on a vécues, mais on va pas avoir une idée du karma que l'on a à travailler, d'accord ?
Non? On peut comprendre certaines choses. On comprend des choses, mais la régression, c'est plus les régressions, enfin, d'après ce que j'en connais, hein, les régressions, c'est plus pour travailler sur un problème. Vous avez des gens qui font des régressions pour voir dans le transgénérationnel qu'est-ce qui s'est passé et pouvoir corriger. D'accord? Mais ça demande beaucoup de temps. Après, il y a des problèmes dans les régressions, c'est que il y a un problème avec le mental, d'accord? On n'est pas vraiment sûr que ce soit ses propres vies. Parce que le mental est branché, alors on va partir un peu ailleurs, mais le mental est branché dans l'inconscient collectif, et on n'est pas sûr que ce soit ses propres vies. D'accord? Parce que vous avez des gens qui sont récepteurs du mental collectif, notamment tous ceux qui ont des gros Neptunes, poissons. Enfin, ça c'est basique ce que je vous dis, mais je peux pas vous faire un cours d'astrologie, donc je vous donne des types purs qui en réalité sont à moduler suivant les cas. Hein, voilà. Mais on sait à l'heure actuelle que par exemple, les Neptuniens, les Poissons, les Scorpions aussi, s'il y en a dans la salle, ce sont des gens qui ont une facilité à se connecter à l'inconscient universel, et de ce fait, ils reçoivent des énergies qui ne sont pas toujours les leurs. D'accord? Alors l'avantage du thème astral, c'est que on est un peu plus sûr, un peu plus sûr que c'est votre travail. Je me demandais si la numérologie ne peut pas aider là-dedans. Aussi, mais moins. Moi, je pratique aussi. Je ne vous ai pas dit, mais je suis astrologue professionnel, donc je pratique aussi la numérologie, je pratique les tarots, mais des tarots un peu spéciaux. Je pratique le grand jeu le normand, notamment. Voilà. Donc, voilà, enfin, c'est tous des outils. Mais ce que j'ai trouvé de plus performant depuis ces 30 dernières années, c'est quand même le thème astral pour ce travail-là. Hein? Après, le tarot a son utilité. Le tarot a une utilité initiatique. Le tarot a une utilité plus de mancie. D'accord? L'astrologie n'est pas de la mancie. Vous savez ce que c'est la mancie? C'est les arts divinatoires, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. La géomancie aussi. Voilà. Donc, il y a chaque outil a son utilité. Et alors, je vais partir vraiment du début, comme ça sera plus clair pour vous. Tous les outils ésotériques viennent de l'hermétisme. Alors, très peu de gens savent ce qu'est l'hermétisme. Vous savez ce que c'est l'hermétisme? En gros, voilà. Mais il y en a une. Culturel artistique de la fin du 19e siècle. Non. L'hermétisme, c'est les Égyptiens et bien avant l'Égypte. Voilà. Alors, de l'hermétisme est née l'astrologie, l'alchimie. Alors, l'alchimie, quand on fait quelques recherches dessus par rapport à l'astrologie, je vous dis ça parce que ça va venir après, l'alchimie est la branche de la matière de l'astrologie. Dans l'hermétisme, il y avait, donc je reprends, il y avait l'astrologie, il y avait l'alchimie, il y avait l'astronomie, mais l'astronomie, mais au sens matière. D'accord? Vous savez la différence qu'il y a entre l'astrologie et l'astronomie, parce que c'est c'est le grand débat, c'est la grande bêtise humaine, c'est le grand n'importe quoi. Voilà. Non, ça aussi. L'astronomie agit sur la matière. C'est-à-dire, ils prennent les planètes, ils regardent, ils les font bouger, ça tourne. Pourquoi? La planète a une circonvolution, elle a une masse, elle a une gravité, voilà. L'astronomie agit sur la matière. L'astrologie, elle, n'agit pas sur la matière. L'astrologie agit sur le sens. L'astrologie est dans le monde du sens, et non pas dans le monde de la matière. Donc, il ne devrait même pas y avoir de comparaison possible entre l'astronomie et l'astrologie. On prend les mêmes choses, mais on les traite sous deux aspects différents. Un, la matière, l'autre, le monde du sens. Voilà. Avant, les astrologues étaient astronomes. Oui, mais parce avant, les gens agissaient sur les deux côtés en même temps. Oui. C'est comme la médecine à l'heure actuelle. Voilà, la médecine, elle s'est départagée en spécialités.
d'accord? Vous avez les ophtalmos, et bien, l'hermétisme, avec le temps, il s'est départagé, d'accord? Et arrivé au 17e, 18e, la science, la pure démarche scientifique a pris le pas sur la démarche globale de l'être. Donc de là est née la médecine pure et dure comme on a maintenant. Hein, voilà. Donc sachez que tous ces outils ésotériques sont nés de l'hermétisme. Et l'hermétisme, c'est Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Pourquoi on dit le 3 fois grand? C'est pas parce qu'il faisait 2 mètres de hauteur, c'est parce qu'il détenait la philosophie universelle. Voilà. Il avait la conscience et la philosophie universelle. Voilà. Donc l'astrologie, tout vient de là. Bon, maintenant, on va en revenir à astrologie et karma quand même, parce que c'est quand même le but de la conférence. Donc, qu'est-ce que peut amener l'astrologie pour le karma? Donc, l'astrologie amène une fiabilité qu'il n'y a pas dans les autres outils. Si vous voulez étudier pourquoi vous vivez ça, pourquoi il se passe ça dans votre vie, alors, l'astrologie est utile dans le sens où elle vous donne des clés, elle vous donne une raison, et surtout, le plus important, elle vous indique comment corriger. D'accord? Comment corriger votre karma, comment l'épurer, et régler. Alors ça, c'est le meilleur repère pour les gens, c'est le karma est souvent, votre karma que vous avez à travailler dans votre vie actuelle est souvent en relation avec des situations récurrentes qui se passent dans votre vie. Toute situation récurrente est un indice d'un karma spécifique à travailler. Alors, les situations récurrentes, ça peut être plein de choses. C'est les gens qui, par exemple, les gens qui n'arrivent pas à se marier. D'accord? Ils vous sortent 50 raisons. Donc j'ai rencontré un pilote de ligne, c'est pas possible. J'ai rencontré un représentant de commerce, c'est pas possible. J'ai rencontré lui jamais là. L'autre il habite en Afrique. Bon, vous savez que là il y a quelque chose à travailler. Les situations qui se répètent dans les familles, les suicidés, par exemple. Moi j'ai des cas de stats de suicidés, c'est faramineux dans une lignée. Vous avez les gens qui sont forts. D'accord? Alors, fort. En taille, hein? Oui, fort. Ouais. Je ne vais pas dire grave, mais fort. Voilà. Non, mais pour être fort. Ouais, fort, ça peut être aussi force musculaire. Mais... Donc, là, il y a aussi un synonyme de travail à faire, surtout si ce poids est récurrent dans la famille. D'accord? Enfin, tout contexte récurrent est un indice de karma à travailler. D'accord? Alors ça peut être aussi psychologique. Hein. Vous avez des gens qui sont dépressifs de père en fils et puis ainsi de suite. Hein. Donc pensez toujours, situation récurrente, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'accord? Ensuite, alors, le thème est un merveilleux outil parce que, je vous dis, il permet en plus de corriger. Parce que c'est bien beau de savoir, ah là, vous avez ça, voilà, vous avez un karma un tel, vous avez un karma comme ça, voilà, merci, bonsoir. Mais vous n'en serez pas plus et ça ne vous soulagera pas plus et vous ne saurez pas plus quoi faire. L'astrologie vous amène une réponse en plus en vous disant comment corriger de manière à épurer du karma ou simplement à le moduler. Parce qu'un karma, ce n'est pas obligatoirement, ça ne se corrige pas obligatoirement sur une seule vie. D'accord? Ça peut se prolonger sur plusieurs vies. Donc la mise en place d'une correction, alors c'est vrai que c'est difficile à conscientiser parce que vous allez me dire, ah mais je commence à corriger maintenant, et après je vais rester en plan. Non, vous n'allez pas rester en plan pour la bonne et simple raison que là aussi il y a aussi un parallèle à faire. Quand votre âme a fait son travail, a corrigé ce qu'elle avait à corriger, eh bien, elle va mettre fin à votre ego, à votre corps physique. Elle va rejoindre la masse universelle des âmes, et de là, elle va tirer le son de sa vie, qu'elle vient de faire. Donc, ça peut durer un certain temps. Alors, je suis pas allé là-haut, mais
dans toute la littérature qui existe sur le sujet, ça peut aller de 10 jours à 140 ans. Mais le temps, quand l'âme retourne tirer le son, la notion de temps n'est pas la nôtre. Hein. C'est toujours pareil, je vous donne des temps pour que ça soit compréhensible, mais le temps là-haut n'est pas le même temps ici. C'est comme si vous prenez le temps de la vie du Soleil, le Soleil va vivre encore 3 milliards d'années. Donc pour nous, c'est énorme. D'accord ? Donc c'est une relation de temps que je vous donne, mais c'est juste pour vous faire une idée. Et après, elle va se réincarner dans un autre corps pour finir, pour continuer, c'est pas pour finir. Des fois c'est pour finir, mais c'est aussi des fois pour continuer son évolution. D'accord ? Et son évolution passe par l'épuration du karma. Alors le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, le but de l'évolution de notre âme, c'est de passer dans le règne qui vient après le règne humain. Alors je vais me permettre, je ne le fais jamais, hein, c'est très rare du moins, mais je vais me permettre de vous donner un ouvrage si vous avez envie de le lire. C'est un petit livre de poche, il coûte 6,90 €, je ne touche rien dessus parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça s'appelle Le 5e règne de Yann Laflèche. Voilà. Et ça va vous donner une idée un petit peu plus précise de tout ce que je vous raconte, parce que c'est vrai qu'en 1 heure et quelques, je peux pas tout vous dire, mais c'est un ouvrage qui permet d'avoir une idée d'après, surtout. Parce que c'est vrai, notre vie d'humain, bon, on la conscientise, hein, on sait ce que c'est, mais après, c'est plus difficile à comprendre. Donc, pour en revenir à l'astrologie, donc l'astrologie vous donne les moyens de corriger, ce qui est un des rares outils qui sur le karma, a une action, si vous pratiquez l'astrologie, je ne sais pas votre avis, mais moi c'est le mien en tout cas. Voilà. Ça permet d'agir dessus. Alors vous allez me dire, agir sur le karma, quand on vit une époque où tout le monde pense plutôt à satisfaire son ego. Hein, la majorité des gens, c'est satisfaire son ego, c'est la voiture, la maison, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Voilà. Mais ça, c'est juste la vie, c'est juste la satisfaction de l'ego. Pensez qu'il y a toujours un bis-bis dans votre personne entre votre ego et votre âme. Je ne sais pas si vous ressentez une dualité en vous. Vous avez une dualité en vous. Vous êtes tiraillé des fois par le côté égotique et des fois par le côté spirituel. Hein? On est des êtres humains quand même. Ah ouais. Oui, il faut essayer de faire autrement. Oui. Ah. Donc sachez que la dualité, c'est ce qui amène à l'évolution aussi. Sans dualité, on n'évolue pas. C'est pour ça que vos émotions vous tirent d'un côté et votre mental vous tire de l'autre. Le mental est plutôt du côté de l'âme et l'émotion est plutôt du côté humain. D'accord ? Donc, des fois, vous êtes tiraillé un côté et de l'autre. Donc, l'astrologie, elle peut, ça dépend qui c'est qui la pratique, mais elle peut vous aider à conscientiser ce que vous avez à travailler pour l'évolution de votre âme et ce que vous avez à travailler. Parce que, en réalité, c'est 2 pôles. D'accord ? C'est 2 pôles. Vous avez d'un côté l'âme et vous avez d'un côté l'ego. Donc, l'âme, elle en a rien à foutre de l'ego. Elle est là pour évoluer, pour faire ce qu'elle a à faire. Et dans la matière, pour que la matière vive, il y a un ego qui, lui, tire du côté matière. Vous savez, c'est un peu l'image, je vais vous donner cette image pour être un peu plus précis, c'est dans la carte du tarot, vous avez l'amoureux. Vous connaissez un peu le tarot ? Voilà, vous avez l'amoureux. Et vous avez la carte du diable aussi. D'accord ? Donc ce sont 2 cartes. La carte de l'amoureux par l'hésitation, qui représente l'hésitation, qui vous tire d'un côté. Alors je parle de l'amoureux côté spirituel, hein, ésotérique, pas côté divinatoire. Donc vous avez le côté émotionnel qui vous tire du côté humain, si vous préférez, et le côté spirituel qui vous tire du côté de l'âme. Donc tout ça pour dire que votre évolution, elle se passe par, entre guillemets, un travail sur votre ego. C'est-à-dire que plus vous lâchez de choses égotiques,
et plus vous allez évoluer spirituellement. Parce que, alors je ne vais pas vous faire le truc tibétain, machin, ça peut s'apparenter parce que c'est leur manière, mais il y a plusieurs manières d'évoluer. Donc l'évolution passe par un lâcher forcément de l'ego. Parce que l'âme n'a pas d'ego. D'accord ? L'âme, elle agit pour l'évolution globale de la matière. D'accord ? Et quand on parle de l'âme et de l'amour, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas de l'amour d'individu à individu, hein, c'est l'amour global. Donc, il est bien important de savoir que votre évolution va passer par un lâcher de l'ego. Alors, est-ce que vous conscientisez ce qu'est le lâcher de l'ego ? Oui. C'est difficile de lâcher de l'ego. Hein. Alors, l'ego, c'est pas forcément se frustrer, c'est pas se flageller, hein, l'ego. C'est pas quand je dis il faut lâcher l'ego, c'est pas ça. Hein. Quand je dis il faut lâcher l'ego, c'est lâcher tout ce à quoi on a une dépendance. Vous allez me dire, moi je suis dépendant de rien. Ah ben là, moi je vous... faire confiance. Voilà, moi je vous garantis qu'on est tous, moi aussi, hein, dépendants de plein de choses. Et les émotions sont la dépendance. D'accord ? Voilà. L'émotion, c'est l'ego et la dépendance. Si vous voulez évoluer, être mieux, parce que alors c'est pour certaines personnes qui sont bien ancrées dans la matière, c'est difficile à extrapoler, mais quand on arrive à un certain détachement de l'ego, eh bien, le côté mental prend plus de place, et plus il va prendre de place, et mieux on est. Voilà. Donc, l'astrologie va pouvoir définir tout ça. Si vous allez voir un astrologue, moi les gens qui viennent me voir, bon, il y a plusieurs manières de pratiquer l'astrologie, il y a plusieurs manières les gens ne viennent pas vous voir toujours pour le côté karma de l'astrologie. Il y a plusieurs astrologies, ça peut être l'astrologie d'entreprise, ça peut être la connaissance de soi, mais bon, quoi qu'il en soit, un astrologue digne de ce nom, vous me direz ce que vous en pensez, un astrologue digne de ce nom, quand il vous fait un thème, normalement, il doit aller dans tous les axes. Il fait le thème dans son ensemble, puisque moi je pratique une astrologie holistique, c'est-à-dire globale. Quand j'étudie un thème, je ne fais pas que le côté karma, ou que le côté connaissance de soi, ou que le côté orientation. Normalement, on fait tout. Si on veut aider la personne et lui donner des clés, si après elle veut ouvrir les portes, elle les ouvre, ça c'est sous sa responsabilité. Mais normalement, on devrait travailler de manière holistique. Ensuite, pour en revenir à l'astrologie et au karma, le thème astral, il faut bien penser que ce n'est pas figé. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, bon, passons. Et certains astrologues jettent le thème astral comme un instantané du ciel à notre naissance, et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas vrai. Un thème astral, c'est, si vous préférez, c'est vous mais d'une autre manière. Et ça permet d'indiquer à la personne le travail qu'elle a à faire et la manière dont elle a à faire. Parce qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a 7 milliards d'âmes sur Terre, bientôt. Et c'est vrai que ce qui est valable pour moi ne l'est pas pour vous, ou pour vous, d'accord ? On a chacun une manière bien spécifique à travailler les choses. On peut pas, ce qui est valable pour moi ne le sera certainement pas pour vous, d'accord ? Même dans des positions légèrement similaires, ça sera totalement différent. Déjà parce que dans le thème astral et le karma, rentre aussi en compte, je vais le prendre à l'envers, ça sera mieux. Le thème astral, si vous prenez un thème astral, le même thème en France et le même thème d'une personne qui va vivre en Azerbaïdjan, par exemple, eh bien, la personne elle va évoluer différemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'éducation, le pays, la culture, les priorités de vie qui vont influer sur la carte de base. Ce que j'appelle la carte de base, c'est le thème natal. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, tout ça est à prendre en compte dans un thème astral.
C'est-à-dire le genre d'éducation que vous avez reçu, si vous avez reçu par exemple une éducation judéo-chrétienne ou une éducation bouddhiste, ou bien que les bouddhistes, le thème astral, c'est pas trop leur truc, mais c'est juste pour vous dire que tout influe sur votre carte. D'accord? Donc, c'est pour ça que la consultation avec la personne en face est importante, parce que ça va préciser le contexte où vit le thème astral. D'accord? Et en même temps, ça va préciser le karma. De quel genre de karma vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, il faut bien conscientiser que le thème astral n'est pas figé, c'est juste un outil qui permet de travailler. Un thème astral évolue. Alors, il y a plusieurs manières de voir l'évolution du thème. Après, il y a la révolution solaire, il y a les transits, les directions primaires, secondaires. Bon, je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'astro, là? Non, bon, c'est pour ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça veut dire que vous ne demandez pas le thème, les dates de naissance des grands-parents et, Ça dépend des cas. Il y a un domaine, j'ai écrit un article qui a été publié dans toutes dans le RAO, vous connaissez le RAO, enfin tout partout, sur la dominante atavique. Vous connaissez la dominante atavique? Bon. La dominante atavique, c'est l'atavisme. L'atavisme, ça vient, alors atavisme à l'époque, c'est hérédité, mais sous le sens péjoratif, c'est l'atar. C'est l'atar contre un bal. Donc si vous voulez voir dans le transgénérationnel, si vous voulez voir le karma que vous trimballez, à ce moment-là, il faut aller chercher la dominante atavique. La dominante atavique va vous dire quel karma vous traînez dans votre lignée, qui est une approche légèrement différente du thème karmique. D'accord? Voilà. Si vous voulez, je vous donnerai ma carte, pas pour vous allez sur mon site, c'est gratuit. Vous avez un article c'est l'article que j'ai écrit sur la dominante atavique, et vous avez, pour ceux que l'astrologie intéresse, vous avez un article que j'ai écrit sur le karma vraiment pur et dur en astrologie. Mais là, c'est pas le cas. Il y a des gens qui pratiquent pas, donc ils vont être perdus sans ça. Voilà. Donc, pensez bien que le karma, c'est uniquement la loi de cause à effet, et que par vos actions, vous allez soit le remplir, le karma, soit l'épurer. Alors, le karma n'est pas une notion de bien et de mal. Le bien et le mal, c'est une notion judéo-chrétienne, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, d'accord? Mais ce n'est pas... Le karma ne fonctionne pas par rapport au bien et au mal. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Le bien et le mal, c'est une notion judéo-chrétienne qui est valable pour les gens qui vivent dans cette démarche-là. Je ne la critique pas, mais voilà, vous êtes judéo-chrétien, vous avez le bien et le mal, c'est bien, voilà, fonctionner. Karma, c'est pas du tout ça. Le karma, ce sont des actions qui sont porteuses de bénéfices, pour que ce soit bien clair, et il y en a qui sont porteuses, qui sont négatives. Alors, positif et négatif ou bénéfice, ça ne veut pas dire bien et mal, hein. D'accord? Si vous prenez un dictionnaire, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Je le répète parce que c'est vrai que en France, enfin, dans notre société judéo-chrétienne, le bien et le mal est associé à plein de choses. Mais là, en l'occurrence, non. Karma, alors, par exemple, qu'est-ce qui peut être un karma positif et un karma négatif? Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que après, si vous voulez, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais je vous en donne un pour ne pas s'étaler dans les exemples. Par exemple, un karma positif, c'est faire une action pour autrui. Alors, vous allez me dire, voilà, mais attention, à une condition, c'est que vous ne devez pas attendre de retour. Si vous attendez du retour, c'est une action égotique et ça vaut rien. D'accord? Vous comprenez bien? Si vous attendez un retour des choses, vous ne faites pas du bon karma. Voilà, pour être clair pour tout le monde. Parce que attendez, les gens, c'est pour ça que je vous dis se détacher de l'ego. Parce que
On se détache. Il n'y a qu'en se détachant de l'ego où on peut faire une action pour autrui sans attendre de retour. Ça, c'est du bon karma. Alors, ça peut s'imager par n'importe quoi. C'est une action pour autrui sans attendre de retour. Voilà, ça peut s'imager de la plus petite action à la plus grande. D'accord ? Sachant que, quand même, dans le karma, il n'y a pas il faut vraiment concevoir qu'il n'y a pas de notion vraiment basique, religieuse, ou comme je vous dis, judéo-chrétienne, ou quelle que soit d'autre. C'est toujours un acte que l'on fait, mais qui n'est pas fait pour un retour. Voilà. Obligatoirement par rapport à autrui. C'est par rapport à autrui, c'est par rapport à autre chose que votre ego, si vous préférez. Là, vous avez raison. Si vous pouvez le faire par rapport à quand je dis autrui, c'est pour vous montrer que c'est par rapport à autre chose que notre ego. Ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être votre voisin, je sais pas, ça peut être votre chien, ça peut être votre ami, ça peut être ne serait-ce que de, par exemple, que de penser à l'ensemble, d'accord ? Que d'aller dans une association, mais pas pour aller faire, pas pour dire je suis dans l'association machin, moi je vous avais vu, non, c'est faire une action dénuée de tout retour et de tout paiement, qu'il soit psychologique, voilà. Ça c'est du karma, là vous épurez. Voilà. Maintenant, il y a aussi alors, je souhaite vous donner une image la plus large possible, c'est pour ça que je saute un peu d'exemple en exemple, parce qu'en 1 heure et quelques, je ne peux pas tout partager et tout transmettre, mais c'est pour ça que je vais un peu dans tous les sens, pour vous donner le maximum, le panel le plus large, pour que vous puissiez conscientiser ce qui est vraiment un karma. Après, il y a ce qu'on appelle aussi le karma personnel. Vous avez des gens qui sont là vraiment pour épurer quelque chose. Et ça, par contre, ce sont des vies qui sont beaucoup plus dures. Parce qu'elles vont vivre des contextes qui sont très difficiles, de maladies, de situations familiales pas possibles. Par exemple, je prends un exemple qui est dur, mais c'est peut-être le plus visuel, les femmes battues, les enfants battus, tout ça, ce sont des gens qui ont des karmas à vivre qui sont très difficiles. Et si possible, il serait bien de les aider de manière à ce qu'ils puissent corriger et sortir de ce karma le plus rapidement possible. Parce qu'il faut voir ça aussi à long terme. Hein. Alors, c'est vrai que nous, notre vie d'humain actuelle, dans nos vies, on a tendance à voir nos vies, c'est-à-dire notre vie. Jusqu'à ce qu'on disparaisse, jusqu'à ce que notre corps matière disparaisse. Mais le karma, c'est sur beaucoup plus long. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à extrapoler sur des laps de temps plus longs. Hein. Mais il faut bien penser que tout ce qui est karmique n'est pas forcément sur une vie. Et ça, c'est difficile aussi à conscientiser. Par contre, l'astrologie peut vous donner une idée. Si c'est un karma contextuel, ce qu'on appelle nous le karma contextuel, c'est-à-dire de cette vie-là, ou si c'est un karma qui va durer un petit peu plus longtemps. D'accord ? Comme il y a très peu de gens qui connaissent l'astrologie, je vais pas vous donner trop de détails astrologiques parce que ça devient vite ennuyeux, mais sachez que si un jour vous allez voir un astrologue, tout le thème peut être interprété et doit être interprété de manière karmique. D'accord ? Alors, il y a des gens qui sont venus à mes cours d'astrologie karmique et qui sont venus avec un cursus, avec beaucoup de savoir, mais très peu de connaissances. Voilà. Pour eux, le karma, c'est Saturne, le maître karmique, c'est l'axe des nœuds lunaires, c'est maison 8, transformation, tout ça. La lune noire, voilà. Enfin bon, il y a un nombre
de facteurs, voilà, mais normalement, tous ces facteurs, ils ne doivent jamais être extirpés du thème et interprétés en eux-mêmes, sans être interprétés dans la globalité du thème. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'astrologie. Le thème est un ensemble et on ne doit jamais sortir des facteurs comme ça, les sortir, dire ah, il y a ça, et non. Voilà. C'est uniquement un thème astral, c'est tous des indices qui, mis bout à bout, vont vous donner un résultat. Mais un indice pris comme ça, un comme ça, ça ne fonctionne pas. Jamais. D'accord? Donc ça doit le thème, si un jour vous demandez vraiment une étude karmique parce que vous avez un problème ou tout simplement parce que vous voulez savoir comment diriger votre correction et savoir quel genre de karma vous vous trimballez parce que vous avez des situations récurrentes, parce que vous vivez des situations difficiles. Alors, toute situation difficile n'est pas un karma non plus. D'accord? Si vous avez des actions inadaptées dans votre vie, vous allez retirer des contextes inadaptés et vous allez avoir une vie difficile. D'accord? Donc il faut bien séparer. C'est pour ça que le thème est un bon support pour séparer ce qui est karmique et de ce qui est comportement inadapté dans sa vie de maintenant. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être j'ai des comportements inadaptés parce que j'ai un karma qui me... Pas toujours. D'accord? Des fois, c'est complètement... Des fois, vous avez des gens... alors vous le voyez dans le thème, hein, bien heureusement, des fois vous avez des gens par exemple sur les sentiments, ils ont des comportements sentimentaux inadaptés et ils en retirent une répercussion. Alors le mot karma peut être approprié puisque le mot karma dans son sens est action-réaction. D'accord? Donc ça peut être un karma, alors on peut appeler ça karma aussi, mais c'est pas du karma c'est pas du karma spirituel comme l'entendent les gens, d'accord? C'est juste un comportement inadapté dans un domaine qui vous procure des contextes inadaptés puisque vous le vivez et vous réagissez de manière inadaptée. Alors, D'accord? par exemple, pour les patients psychiatriques qui sont complètement Fais-les, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Qui n'ont pas conscience. Ça, moi, c'est une question. Je me dis par rapport au karma et tout. Quelle conscientisation de l'évolution de l'âme Alors moi, je vais vous poser la question à l'envers parce que je suis intervenu beaucoup dans les côtés psychiatriques. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'eux, ils sont fous et que vous êtes normal? Ah non, mais ça, je suis d'accord parce que c'est voilà, une question que je me pose. Voilà, donc, pensez toujours. Alors, je vais vous le faire. J'aime pas trop ça, mais je vais vous le faire parce que c'est quand même assez important pour l'ego de relativiser. Qu'est-ce que c'est qui est normal et qu'est-ce que c'est qui ne l'est pas? Les gens qui sont en asile psychiatrique, et j'en ai vu pas mal, ils ne sont pas tous fous. Ils sont juste inadaptés à la société telle qu'elle est construite. Oui. Non, ils ne sont pas différents. Ils sont inadaptés, c'est pour ça que j'emploie bien le mot inadapté à la société de la manière dont elle est constituée. D'accord? Alors, prenez les règles de la société. Ça, vous pouvez les prendre, hein, vous vivez dedans. Et vous essayez de vous en extirper. Eh bien, vous allez passer du côté inadapté. Et si vous en sortez trop et que vous tenez des propos inadaptés, voilà, eh bien, vous allez vous retrouver là-bas. Après, il y a les pathologies, mais c'est différent, c'est des maladies. Et c'est pour ça qu'en psychiatrie, il faut bien tout séparer. Hein. Vous avez les malades, vous avez les inadaptés. Et les malades, eh ben, ils ont un problème physiologique, et ce problème physiologique fait qu'ils sont inadaptés dans notre société, donc ils se retrouvent là-bas. Vous avez aussi les gens qui ont subi un traumatisme, d'accord? Le cerveau réagit d'une manière inadaptée à la société, ils se retrouvent là-bas. D'accord? Donc il faut bien tout moi je séparer. parlais plus des pathologies, quoi, en fait, quelque chose qui était inné, pas les gens inadaptés, mais les pathologies, quoi. Voilà. Fait. Alors, si vous allez du côté pathologique,
psychiatrique. Pensez que le karma, il y a aussi ce qu'on appelle en astrologie un karma... de repos. non, un karma universel. Alors, juste, là, je vous le fais court parce que ça peut aller très loin. Le karma universel, c'est quoi? Alors, je vais vous prendre un exemple que je prends toujours qui est très facile. Une cellule du foie, c'est tout petit, d'accord? Elle a une vie individuelle, une cellule. Une cellule, elle a une vie individuelle de cellules. Mais cette cellule, elle est dans un corps humain. Donc, elle a eu aussi une vie dans un ensemble. C'est pareil pour le karma. Vous avez le karma individuel de chacun, et vous avez le karma de l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble du règne humain. Le règne humain a un karma aussi. C'est pour ça que je vous le fais petit, parce que ça peut aller très loin, et c'est pas que c'est très compliqué, c'est que ça englobe pas mal de choses. Hein? C'est le tout dans le tout. Non, c'est l'individuel dans le tout, et l'individuel dans l'individuel. C'est pour ça que je vous prends l'exemple de la cellule, c'est plus facile. La cellule, elle a une vie en elle-même de cellules dans le corps, et puis elle a une vie dans l'ensemble, pour l'ensemble du corps. L'être humain, c'est pareil. Il a une vie individuelle, un karma individuel, mais il y a aussi un karma du règne humain. Donc ces gens qui sont pathologiques, ou d'autres personnes qui vivent des choses reclus, ce sont des gens qui vivent des karmas de règne. D'accord? Et non pas des karmas individuels. Et ça se voit par exemple dans la maison 12. Pour ceux qui pratiquent un peu, la maison 12 est représentative plutôt du karma. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est une petite conférence, c'est juste pour vous donner une idée, parce que c'est très vaste. Parce que l'être humain a une action à son niveau, mais il a aussi une action d'ensemble. D'accord? On a une évolution du règne. Le règne, l'évolution du règne, c'est nos évolutions individuelles mis bout à bout qui font évoluer le règne humain. D'accord? Que vous arrivez à voir? Qui m'interpelle parce que tout à l'heure. Interpellez-vous, chère madame. Moi, je m'appelle Jacqueline. Jacqueline. Toi, c'est plus simple. D'accord. Allez, allons-y. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait des gens qui avaient un karma, souvent les karmas, il y en a d'autres aussi qui vivent un karma pour une famille, par exemple. Oui, mais ça, c'est pas, ils vivent pas le karma pour une famille, c'est le karma qui se transmet de génération en génération. Transgénérationnel. Voilà, c'est le karma transgénérationnel. Moi, je préfère plutôt l'appellation karma cellulaire, parce que transgénérationnel, c'est plus à la mode, mais c'est moins précis. La cellule, quand vos parents, quand de parents à enfants, qu'est-ce que c'est qui transmet, entre guillemets, le karma? C'est la cellule. Parce que la cellule, maintenant, on peut L'ADN aussi, non? Oui, mais l'ADN, il est contenu dans la cellule. Hein. C'est pas l'ADN qui contient la cellule. Hein. C'est dans l'autre sens. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle la mémoire cellulaire, à notre époque, il y a une branche de la psychomédecine, pour être très basique, qui appelle ça la psychologie cellulaire. C'est parce que la cellule est porteuse d'une mémoire, et donc cette mémoire, appelez-vous, il y a deux, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux appellations. Il y en a une qui est plus péjorative, c'est l'hérédité et l'atavisme. D'accord? Oui, l'hérédité, c'est l'ensemble, et l'atavisme, c'est l'atare que vous traînez de la lignée depuis... Voilà. Ai-je répondu à votre question? Merci. Oui. Bon. Vous avez d'autres questions? Parce que ici, il faut être très précis à l'heure, parce qu'après, je me fais engueuler. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Moi, je voudrais simplement savoir la différence entre l'astrologie humaniste et l'astrologie karmique. C'est très simple. L'astrologie humaniste est une... Alors, moi, je suis holistique, donc je m'en fous des appellations. Mais parce que pour moi, l'être humain est un ensemble, c'est un tout. C'est pas un cerveau, c'est pas un bras, c'est pas... Voilà, donc c'est un tout. C'est ce qu'on voit sur alors, alors, l'astrologie humaniste, c'est Rudyard. Et Rudyard, c'est, si vous préférez, c'est de l'astropsychologie. Voilà, c'est tout. Mais tout astrologue digne de ce nom, il fait une étude psychologique du thème. Sans ça, ça n'a pas lieu d'être.
Donc ce sont une branche d'astrologues qui se sont rapprochés de Rudyard, parce que Rudyard, c'est une personne qui est très axée psychologie et qui a surtout étudié la psyché par rapport au thème. Donc ils se sont dit humanistes. Mais tous les astrologues, voilà. Mais tous les astrologues, ils sont humanistes, parce qu'on ne peut pas étudier un karma sans étudier la psyché de la personne, c'est pas possible, c'est complètement à l'envers. Donc on est tous astrologues humanistes, mais bon, c'est Peu importe. Oui. voilà. Moi je suis pas pour ça, parce que c'est extirper des choses. Mettre des étiquettes. Voilà. J'ai eu beaucoup de rapports avec. J'ai des amis, ce sont des amis astrologues. On se réunit pour discuter, qui sont humanistes, mais ce sont des gens, ils auraient aimé être psy. Donc ils ont pris l'astro-humaniste pour exercer un truc, voilà, pour mettre une étiquette. Mais ça en fait partie. Ça fait partie du cursus d'apprentissage astrologique. Alors, quand je dis cursus, parce que pour moi, un astrologue, il a un cursus d'études à faire. Alors, à l'heure actuelle, vous avez plusieurs sortes d'astrologie. Alors, je ne me la pète pas, je m'en fous, mais l'astrologue, il doit avoir des bases d'études. Il doit connaître le corps humain par cœur, physiologique, biologique, nerveux, veineux, tout. Voilà, un astrologue, il doit connaître l'être humain dans son plus petit détail. Voilà. Parce que comment voulez-vous conseiller quelqu'un sur tel ou tel domaine, parce que la personne a un problème, elle vient vous voir, si vous ne connaissez pas l'être humain de fond en comble? Mais vous ne pouvez pas. Un astrologue doit connaître comment fonctionne le cerveau, pourquoi le cerveau, pourquoi des fois les gens réagissent comme ça plutôt que comme ça. D'accord? Parce que dans un thème, vous avez ces précisions-là, vous avez la structure mentale qui est donnée par Mercure, la Lune, la maison 3, bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais voilà. Donc, si on ne connaît pas comment fonctionne le cerveau humain, on ne va pas pouvoir le mettre en rapport du thème. Vous comprenez ce que je veux vous dire? D'accord? Donc, tout est un ensemble, et on doit connaître l'être humain et les sciences humaines par cœur. Enfin, par cœur, le plus possible. D'accord? Dans tout le comportement humain, que ce soit du côté physiologique ou du côté psychologique. Voilà. Alors, au niveau du karma, on fait quoi avec ça alors? Le karma, l'étude karmique de votre thème, elle sert à ce que vous évoluiez le mieux, dans les meilleures conditions possibles. Et que vous réalisiez votre travail que vous avez à faire dans cette vie le mieux possible, avec le moins de problèmes possible. Parce que vous avez des gens, ils vivent quand même des choses difficiles. Hein. Donc si on peut leur refiler un coup de pouce, c'est mieux. Hein. Voilà. Le but de l'astrologie. Voilà. Maintenant, il y a aussi quand même 7 milliards d'êtres humains, et tout le monde n'a pas la même démarche d'évolution. Il y en a, ça va être avec l'astro, d'autres ça va être dans la religion parce qu'ils sont au stade de la religion, d'autres ça va être par l'expérimentation de l'ego, d'autres, il y a multitude et foison de chemins de vie, d'accord, et d'évolution. On n'évolue pas tous de la même manière par rapport aux mêmes personnes et au même endroit, et on n'expérimente pas les mêmes choses. Sans ça, il y aurait la queue au même endroit. D'accord? Vous avez des gens qui expérimentent des choses, il y a des gens qui expérimentent d'autres choses. D'accord? On n'est pas tous au même. On n'expérimente pas tous la même chose, bien heureusement, mais par contre, ceux qui expérimentent la même chose se rencontrent. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une image qui est très jolie en astrologie karmique, c'est nous ne rencontrons que les gens qui nous font miroir de ce que l'on a à travailler. Voire maison 7, maison 11, pour ceux qui font de l'astro. Donc je vous fais le parallèle comme c'est pour ceux qui ne font pas et pour ceux qui font. Voilà. D'accord? On rencontre que les gens qui servent à nous faire travailler ce qu'on a à travailler. Ben oui, bien sûr, heureusement. Voilà. On n'est pas tous. Voilà. Mais, de toute façon, ça se voit. Et puis, il existe dans le karma ce qu'on appelle des vies de repos, où l'âme vient
vient très, très light, elle se repose. Voilà. Facile, une maladie Voilà. psychiatrique, par exemple. Non, ça c'est plutôt difficile. Non, mais... Une vie de repos, vous avez dit non tout à l'heure. Tu ne comprends rien, donc tu te reposes. Non. Les vies de repos, c'est par exemple, vous avez des gens où tout se passe bien, où ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Oui, Vous avez des gens comme ça où... Voilà. Mais quand ils ont un problème qui leur arrive, ils ne savent pas se défendre. Voilà. Parce qu'ils Oui. donc ils ne sont pas évolués en fait. Parce que dès qu'ils arrivent quelque chose, ils perdent la tête. Oui, mais ça c'est sur une vie et c'est contextuel, c'est différent. D'accord ? Ne confondez pas la vie facile et l'inadaptation au problème quand il survient et un karma de repos. Vous avez des gens chez qui ça coule toute leur vie, ils arrivent, ils s'en vont et ça a été peinard. Hein. C'est un karma de repos. C'est pas quelqu'un qui a une vie facile pendant 40 ans, à qui il arrive une bêtise et qui sait pas comment faire. Hein. Ils ont déjà expiré. Voilà. Et puis non, il y a... dans toute la littérature qui existe, notamment Edgar Cayce et tout ça, qui explique qu'il y a vraiment des vies de repos. D'accord ? Et dans le thème, vous voyez si c'est des vieilles âmes ou pas? Oui, ça peut se voir avec Saturne. Avec Saturne. Ouais. Saturne est le donneur de leçons karmiques. Et quoi d'autre? Et Saturne et quoi d'autre? Saturne. Le terme et Saturne. Si vous voulez toutes les si vous voulez voir tous les facteurs astrologiques karmiques, je vous dis, je vais vous donner une adresse, vous allez voir sur internet, ils sont tous listés. Ça fait 10 ans que je regarde. Allez voir, là vous en avez de quoi vous rassasier. Et les planètes. Tout, il y a tout marqué, tout est écrit A par B, même les relations entre... Je sais que vous n'avez pas le temps de rentrer dans les détails, non, mais les planètes... C'est italiano? Si. Ah. Les planètes Rétrogrades. Oui. Alors, elles ont une notion karmique. Qu'est-ce qu'on en pense? Oui. Elles ont une notion karmique. Mais ils ne sont pas aussi négatifs comme ils disent. Voilà, oui. Pas que ça, il faut que le reste fidèle, Saturne, les deux. Ah. Il faut que, alors là je voulais faire 3 secondes, il faut que les facteurs rétrogrades soient en relation avec des facteurs astrologiques karmiques pour que ça soit une rétrogradation karmique. Voilà. Comprendo? Si. Voilà. Vous avez d'autres questions? Surtout, juste un truc, je m'excuse. Il faut bien penser une chose aussi que les gens ont tendance à confondre. La mort, pour vous, c'est le contraire de quoi? Non. Non, parce que la mort fait partie de la vie. C'est la suite. Hein. La mort, c'est le contraire de la naissance, et pas de la vie. C'est parce que si la mort était le contraire de la vie, il n'y aurait plus de vie depuis bien longtemps. D'accord? Parce que tout le monde serait mort. Si la mort est le contraire de la vie, si chaque fois où il y a un mort, la vie, elle s'en va, ça fait bien longtemps qu'il n'y aurait plus rien. Donc pensez toujours que la mort a rapport qu'avec la matière, et non pas avec l'âme. La mort est la fin de la naissance. Il y a une naissance, une mort. Mais la vie, elle perdure. D'accord? Voilà. Et bien justement, par rapport à ça, moi j'ai une vision. Une vision, c'est ça que vous avez dit? Oui. Non, mais des âmes qui tournent en rond autour, dans l'univers, pour s'incarner. Et je me disais, mais il y a des millions et des millions d'années, l'homme, on n'était pas autant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, l'âme? Ça tournait, ça... Alors, moi, j'ai un truc comme ça. Ça, c'est la littérature. Je suis désolé, je n'ai pas pu expérimenter ça. C'est pas possible. Bon, moi, je peux vous retransmettre ce qu'il y a. Je peux répondre par rapport à la littérature qui existe sur le sujet. L'âme, au sens individuel, elle vient d'une âme globale. Et cette âme globale, avant qu'elle arrive dans l'expérimentation de notre système à nous, il y a d'autres systèmes où elle expérimente. Vous ne croyez pas que la race humaine est la seule entité matière
que l'âme investit pour expérimenter. Voilà. Donc, l'âme est un ensemble qui expérimente dans divers domaines, dont le nôtre. Mais nous ne sommes pas, ça c'est un corps égotique, nous ne sommes pas les seuls. Hein, d'accord? Bien heureusement. C'est pour ça que je vous dis, quand vous voulez aller travailler là-dessus, mais même sans parler d'astrologie, si vous voulez travailler sur votre chemin de vie, si vous voulez travailler sur votre spiritualité, il faut détacher toujours ce lien à l'ego. Parce que c'est l'ego qui, quelque part, est l'antagoniste de l'âme. C'est-à-dire que l'ego, il sert à votre matière. C'est-à-dire que le véhicule matière que je suis pour l'âme a besoin d'un ego pour satisfaire les besoins de la matière et que la matière puisse perdurer pour que l'âme puisse se servir du véhicule. L'ego n'a que ce rôle-là. Voilà. D'accord ? Mais si vous mettez l'ego au service de votre évolution, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'évolution, ce n'est pas votre ego qui doit évoluer. C'est votre énergie ou votre âme, appelez ça comme vous voulez. D'accord ? Tuer l'ego. Non, il ne faut pas le tuer. L'humilité. Non. Il faut tuer personne. Vous savez que en réalité, tout combat amplifie la chose. Donc il ne faut surtout pas combattre les choses. Il faut lâcher, remplacer, corriger, progresser et ne jamais combattre. Alors à ce sujet, je vous conseille un deuxième bouquin qui est vraiment une mine de réflexion. Ça s'appelle Le Guerrier Pacifique, justement. C'est pour ça que vous dites combattre, ça m'a fait penser à ça. Le Guerrier Pacifique, c'est pareil, petit bouquin, 6 €. Et vous le trouvez même à 3 € sur eBay ou sur machin. Mars à l'ascendant, là, les Mars en bélier. Voilà. Et vous verrez que le Guerrier Pacifique, ça vous explique justement qu'il ne faut pas combattre les choses, quelles qu'elles soient. Même une maladie, il ne faut pas la combattre. Il faut la comprendre, d'accord ? La corriger, parce qu'une maladie n'est ni plus ni moins que le sommet de l'iceberg de quelque chose qui ne va pas. Alors, je le dis souvent quand je vais faire des conférences dans les milieux de santé, le cancer c'est quoi ? Parce que c'est quand même un problème énorme à notre époque. Cancer, diabète, obésité, tout ça. Bon. Mais le cancer c'est quoi ? Le cancer c'est la seule maladie, pathologie, où le corps crée un organe vascularisé. D'accord ? Donc si le corps y crée un organe vascularisé, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Et on sait à l'heure actuelle que en grande majeure partie, les cancers sont déclarés plus par des contextes émotionnels que physiques. L'alimentation, par exemple, vous avez une vague actuellement, alors je ne suis pas pour manger n'importe quoi, c'est pas ce que je veux dire, mais l'alimentation n'est pas un facteur, c'est un facteur déclencheur, mais ce n'est pas le responsable, c'est un facteur qui amplifie ce qui existe. D'accord ? Mais dans les milieux hospitaliers, maintenant ils se rendent compte que le facteur émotionnel est un des gros facteurs déclencheurs de cancer. Voilà. Parce que le cancer, c'est quand même, je vous le répète parce que les gens ils conscientisent pas, mais c'est quand même le corps qu'il crée, c'est vascularisé. Donc le corps nourrit la tumeur. D'ailleurs, il y a maintenant vous avez des protocoles anti-cancer qui disent qu'il ne faut pas donner à manger à la tumeur quand vous avez une tumeur, c'est-à-dire lui couper tout le sucre. C'est-à-dire manger le moins de sucre possible pour affamer la tumeur, pour éviter qu'elle se propage. D'accord ? Viande et viande rouge et sucre. Il faut assez boire. Ça, après, c'est un autre problème. Il faut contrôler ses émotions. Voilà. Et l'émotion... Mais pourtant, c'est beau, une émotion. Non, mais oui, l'émotion, c'est beau. C'est beau, non. Pas entretenir une colère, non, mais une émotion d'un enfant qui naît, une émotion, oui, mais belle émotion. L'émotion, c'est entre guillemets, l'émotion, c'est au service de la matière. Quand on parle spiritualité et évolution,
on part dans quelque chose justement qui n'est pas émotionnel. Alors à ce titre-là, vous avez des conférences qui sont hyper bien faites, je ne fais pas de pub pour moi, hein, qui sont de Patrice Brasseur, ça s'appelle la psychosophie. C'est une manière de voir la spiritualité et de comprendre surtout, c'est pour ça, comme ça revient souvent, et de comprendre surtout l'émotionnel, à quel service il doit être. Voilà. L'émotionnel, à l'heure actuelle, dans nos sociétés, il est uniquement mis au service de l'ego. L'émotionnel provoque des désirs. D'accord ? Voilà. Et les désirs, ils sont conscientisés par quoi ? Regardez autour de vous. Donc vous n'êtes peut-être pas comme ça, vous, mais regardez. Parce qu'il faut aussi penser toujours à l'ensemble. Le karma, il y a aussi un karma d'ensemble. Hein. Si on vit des merdes comme on vit actuel, c'est parce qu'on est pur un karma. Hein. Mais un karma humain, pas un karma individuel. Hein. D'accord ? Si depuis... Il n'y a plus assez d'amour à envoyer. Voilà, imaginez-vous qu'on est sur Terre, enfin, depuis Jésus, enfin, je ne suis pas religieux non plus, hein, depuis Jésus, il s'est passé 2016, enfin bon, voilà, 2016, d'accord, 2016 ans. Avez-vous l'impression, simplement, que le karma humain, il a évolué dans quel sens ? Toujours la guerre. Voilà. Si vous prenez l'histoire, parce que ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous dis qu'un astrologue, il doit en connaître le plus possible. Quand vous prenez l'histoire de l'humanité, vous la remettez en 2016, à part le fouet, d'accord, et les 35 heures, c'est tout ce qui a changé. Pour tout le reste, il y a toujours le pouvoir, il y a toujours l'avidité, il y a toujours la jalousie, c'est là-dessus qu'il faut travailler. D'accord ? Évoluer, c'est là-dessus, c'est arriver à remplacer tout ça par quelque chose d'amour. Alors quand je dis l'amour, je ne vais pas aller bécoter la première nana, c'est pas ça. Hein. Quand je parle d'amour, c'est d'amour universel. C'est mettre de l'amour dans ce monde, mettre de l'amour dans la matière, mettre de l'amour dans l'ensemble. C'est ça, évoluer. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut lâcher l'ego. Si vous voulez faire ça, si vous voulez évoluer, il faut lâcher l'ego. Alors, suivant le stade où vous en êtes, ça va être très difficile et c'est un petit peu plus facile pour d'autres. Alors je fais toujours une aparté et je fais bondir, mais j'aime bien faire bondir des fois. Quand je parle d'abandon d'ego, tout ça, vous avez des gens, ils me disent « Ah, Sœur Teresa, c'est l'exemple typique. Ah, l'abbé Pierre, c'est l'exemple typique. » Tout faux. Quand vous prenez le thème de ces gens-là, et quand vous prenez leur vie, ce sont des gens qui ont réalisé leur ego au travers du service rendu aux autres. Bien sûr. L'abbé Pierre est Lyon, sans voilà. Il a un ego. Orgueilleux. Il a réalisé son ego au travers du service. Sœur Teresa, c'est pareil, quand vous regardez son thème et quand vous voyez, quand vous allez vraiment chercher au fond ses écrits, tout ça, c'est une personne qui a réalisé son ego au travers des autres. L'altruisme, la définition de l'altruisme, c'est quoi ? C'est se réaliser soi-même par l'intermédiaire des autres. Mais c'est égotique. Amusez-vous à repérer ce qui est égotique et vous allez voir que vous allez être surpris. Alors il existe des tonnes de littérature sur le sujet, alors je ne vais pas vous le faire moi, mais c'est faramineux. Il y a des gens que l'on croit qui ont des passés, qui sont spirituels, tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas dans le sens évolutif des choses. C'est pas dans le sens karmique. C'est dans le sens égotique. Parce que pour en être dans une société comme ça, croyez-moi, l'ego, il est puissant. Hein. Si vous le voyez bien, on vit dans une société plutocratique, on vit dans une société oligarchique, on vit dans une société où seule force est l'économie. L'économie a pris le pas sur l'humain, c'est-à-dire que dans nos sociétés, qu'est-ce que c'est qui prime ? C'est l'économie. Alors que normalement, dans une société, disons, qui roule dans le bon sens, c'est l'individu qui devrait être le centre, et pas l'argent, et pas l'économie. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'économie si l'individu est au centre. Il
Il faut vivre, il faut échanger, partager. Toi, tu as ça, moi j'ai ça, je te donne ça, peu importe s'il y a des sous pour mieux. Mais voilà. Mais là, le life motif de nos sociétés, c'est pas l'individu, c'est le pouvoir, l'argent et l'économie. D'accord? Voilà, je peux vous citer, bon, enfin c'est un autre débat, mais je peux vous citer plein de choses qui le prouvent. Hein. Donc il faut revenir avec un individu au centre des sociétés. Et cela va uniquement passer par un petit peu de lâcher de l'ego et un petit peu de prise du mental, et que chacun fasse à son niveau un peu de chemin spirituel pour que l'ensemble de l'humanité, elle fasse un pas dans ce sens-là. D'accord? Et non pas que travailler sur l'ego, parce qu'on est en train, voilà, on fait un cacaboudin de société, où les gens ne sont pas bien, parce que on vit d'une manière inadaptée. C'est-à-dire, on est sur Terre pour évoluer, d'accord, pour évoluer soi-même et pour l'évolution de l'ensemble, et on a fait une société qui n'est que l'évolution de l'ego. Donc on ne peut pas être bien. Les gens ne sont pas bien. D'accord? Même ceux qui, pour aller dans un exemple bateau, même ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, ils ne sont pas bien non plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'en ont jamais assez. Alors ça veut bien dire que les désirs égotiques ne sont pas le bonheur. Si c'était le bonheur, ceux qui en ont jusque-là, ils seraient heureux. Eh bien, ils ne sont pas. Moi, j'en ai en consultation des gens comme ça. Je peux vous croire qu'ils sont encore moins heureux que ceux qui n'en ont pas. D'accord? Ils ont des tonnes. Enfin bon, c'est faramineux. Alors après, il faut aussi autre chose sur le karma. Le karma est porteur d'évolution aussi. Pourquoi? Parce qu'il vous pousse. D'accord? Il vous pousse dans le entre guillemets, chacun à son niveau, dans les contextes les pires que vous pouvez vivre. Et quand vous arrivez au pire de ce que vous pouvez vivre, des fois, vous avez, entre guillemets, des révélations qui vous font changer de chemin. D'accord? Le karma est aussi porteur d'évolution de par le genre de karma que vous avez à vivre. D'accord? Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Hein. Oui, c'est vaste, donc c'est pas en si peu de temps qu'on peut faire, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et qu'on n'est pas simplement qu'un ego, qu'un truc où il faut gagner ci, faire ça, et satisfaire à ses émotions primaires et de base. Alors vous allez me dire, alors on ne perpétue pas la race. Oui, on perpétue la race aussi. Oui. Ça, quand je dis émotion primaire, je n'ai pas la pérennité de la race en danger. Hein. D'accord? Vous avez d'autres questions? Moi, je n'ai pas bien compris cette histoire. Donc, moi, Jacqueline, mon âme, elle est là, mon ego, il est là, je meurs. Ça va vous arriver, je vous rassure. Non, mais ça, c'est pas un souci, parce que normalement, je suis morte d'avant. Ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas ça, que je meurs, c'est pas grave. Mais que j'arrive pas à comprendre une fois que je meurs, mon âme, c'est pas mon âme. C'est pas l'âme Jacqueline. C'est pas l'âme Jacqueline actuellement, mais je peux m'appeler Proserpine ou je sais pas quoi. Mais dans une vie suivante, ça sera toujours la même énergie ou pas la même énergie? Ça sera la même énergie, mais ça sera pas l'énergie de Jacqueline. Non, mais bien sûr, oui. Voilà, mon énergie, c'est pas non. Là, vous êtes dans l'ego. Vous dites c'est mon énergie. Non, elle appartient pas. Non, l'âme, elle va remonter dans l'âme universelle. Elle va tirer le son et elle va se réincarner dans un autre corps, dans une autre matière. Elle va choisir par rapport à ce qu'elle a à vivre. Ça sert à quoi de dire qu'on fait un thème karmique si c'est pas une vie qui appartient à mon âme avant? Non, le thème karmique, il sert à ce que votre chemin de vie, vous le réalisiez le mieux possible. Et dans les meilleures conditions possibles. Voilà. D'accord? Parce que votre âme, elle a besoin d'un corps de matière pour pouvoir expérimenter ce qu'elle a expérimenté dans un monde de matière. Sans ça, si vous restez en énergie, vous ne pourrez pas discuter avec moi ou avec tout le monde. D'accord? C'est juste un véhicule, ça. C'est un véhicule qu'il faut... c'est un véhicule dont il faut prendre soin, parce qu'on me dit souvent, ah oui, alors le corps... Non, attendez. Tirez les freins, hein.
Non, mais je suis consciente de... Votre véhicule, c'est comme votre voiture pour aller travailler, vous en avez besoin, donc il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, et vous avez les deux côtés à prendre soin. Il ne faut pas le jeter comme ça, dire de toute façon, je vais en avoir un autre dans quelques temps. Hein. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez expérimenter ce que vous avez expérimenté, votre véhicule, il vous sert, donc il faut en prendre soin. Hein. Et les enfants qui meurent à la naissance. Les morts-nés. Ouais. C'est parce que en fait, la question est toujours quand est-ce que l'âme s'incarne? Est-ce qu'elle s'incarne quand l'enfant est dans le ventre, au moment où l'enfant naît Alors j'ai cette question-là. Et deuxièmement, l'enfant mort-né, est-ce qu'il est venu s'incarner pour repartir pour karmiquement les parents Là-dessus, il y a plusieurs théories. Voilà. Ça, c'est des choses que... Quand j'ai expérimenté, je vous dis, mais ça je n'ai pas expérimenté, donc je vous cite la littérature qu'il y a sur le sujet. Les morts-nés, ce sont des âmes qui sont là pour aider à l'évolution d'autres âmes, c'est-à-dire les parents ou le contexte qu'il y a autour. Parce qu'il faut bien penser que l'âme, elle interagit avec les autres âmes. D'accord ? Si vous rencontrez des gens dans votre vie, c'est pas pour rien. Moi, je ne vais pas rencontrer les mêmes gens que vous, ou peut-être une partie. D'accord ? Mais les gens que vous rencontrez dans votre vie sont là aussi pour vous faire évoluer et vous pour les faire évoluer, par rapport à ce que vous leur renvoyez, par rapport à ce que vous vous renvoyez mutuellement. Voilà. Le mort-né, alors je vais vous citer un exemple qui est similaire. Vous avez des parents qui ont, alors c'est dur ce que je vais dire, mais c'est comme le mort-né, si on est dans le dur, on va y rester. Vous avez des gens qui ont des enfants handicapés. Alors sur le plan égotique, c'est très difficile à concevoir, mais moi le premier, hein, voilà. Mais en réalité, sur le plan karmique, eh bien, ce sont l'âme qui a dans l'enfant handicapé, il a des choses à expérimenter, et les parents qui ont cet enfant-là, c'est parce qu'ils ont des choses à expérimenter par rapport à l'enfant handicapé. En réalité, l'âme, elle ne s'incarne pas sur un coup de dé. Hein. L'âme, elle s'incarne dans le contexte dont elle a besoin pour travailler ce qu'elle a à travailler. D'accord ? Et pas au hasard. Oui, non, moi je sais parce que... Enfin, je crois savoir parce que ma fille, quand elle était petite, elle devait avoir 3 ans et elle m'a dit j'avais à choisir entre 2 mamans. Alors je lui ai dit ah bon? Et donc elle m'a dit oui, je t'ai choisi. Bon, tant mieux. Oui, mais après... et quand elle était petite, elle faisait toujours 2 lunes. Oui, j'interprète ça comme ça, moi, après, oui. Entre faire 2 lunes et c'est vrai que la lune en astrologie, c'est la mer, oui. Mais c'est pas forcément que ça soit dans ce sens-là, d'accord ? Qu'elles disent, j'ai eu à choisir entre 2 mamans à 3 ans, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Vous savez, chez l'enfant... On dit que les enfants sont... Moi, je reste... Écoutez, moi, j'ai aussi une formation, hormis ça, j'ai aussi, hormis ma formation ésotérique, hermétique et tout le reste, j'ai aussi une formation très cartésienne. Et je fais toujours attention à ce que racontent les gens. Par contre, j'écoute, parce que j'ai une formation là-dessus, sur la correspondance des mots par rapport aux situations. Et des fois, les mots qu'emploient les gens, pas l'histoire qu'ils racontent, mais les mots qu'ils emploient pour raconter l'histoire sont plus révélateurs de la quintessence du problème ou de la chose que l'histoire en elle-même. Donc essayez de voir, déjà, si ça vous intéresse, c'est votre fille, vous regardez déjà pour elle ce que représente le mot maman. La manière dont, quand elle raconte l'histoire, les mots qu'elle emploie vraiment pour décrypter si c'est vraiment d'origine karmique ou si c'est d'origine autre. Parce que il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des gens qui ont la faculté de se... Mais sans le vouloir, hein, vous avez des gens qui ont une facilité à se connecter à l'inconscient universel. Alors c'est pas forcément des chamans. Vous avez dit les signes d'eau, c'est plus facile. Voilà, les signes d'eau, les poissons neptuniens, tout ça. Mais voir la lune, non, même la lune en cancer, ça peut aider. La lune aussi, mais lune en cancer, c'est plus du côté émotionnel.
que inconscient universel. D'accord? Bon, enfin, hormis ces critères astrologiques, vous avez des gens qui ont une facilité. D'accord? Notamment Edgar Cayce, qui a été un des plus célèbres à se connecter à l'inconscient universel. D'accord? Vous avez des gens comme ça. Mais ça peut être une personne qui, de temps en temps, connecte, hop, et puis ça déconnecte après. C'est très possible aussi. Mais il faut éviter d'affirmer, avant d'avoir fait tout le cursus d'investigation, si je peux dire, approprié, pour après en être bien sûr. Parce que c'est des domaines où il y a tout, hein, où tout se passe, ça. Vous avez des gens, ils déconnectent très facilement, vous avez des gens, ils partent dans des théories, qui sont très, très peu fiables, si je peux dire. Donc il faut vraiment bien poser les choses, il faut avoir investi tous les indices, tous les chemins, et après dire, bon, il y a encore. Moi, en astrologie, je ne parle jamais de choses, je dis il y a potentiel, parce que je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne peux pas affirmer les choses. Donc, un thème astral, il est porteur, pas de vérité, il est porteur de potentiel. Voilà. Le mot de l'astrologie, ça devrait être potentiel. Voilà. Parce que je défie quiconque de me dire, moi, je suis sûr. Non, on ne peut pas. Sans ça, on ne serait pas humain. Qu'est-ce que vous pensez des relations karmiques, des rencontres karmiques dans un couple, dans la vie, des amitiés Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ces porteurs, c'est entre guillemets, j'aime pas ce terme-là parce que je ne marche pas dans ce sens-là, mais ce sont des opportunités qui sont données d'évoluer très vite. Très vite, mais des fois c'est très dur. Des fois ce sont des rencontres karmiques qui sont très difficiles à vivre. Mais elles sont porteuses d'une évolution, voilà. Elles sont porteuses d'une évolution énorme. Voilà. Ce qu'on appelle aussi vulgairement les âmes sœurs, tout ça, ça c'est karmique. Et ça on le retrouve parfaitement bien dans les synastries. Ouais. Ça c'est net. Et encore, les synastries... Qu'il faut se détacher, vivre ça pour avancer, c'est difficile de l'expliquer. Ce qu'il y a de beau, ça c'est juste, excusez-nous, juste un petit truc. Dans les synastries, ce qui est performant, c'est les liens qu'il y a entre les facteurs karmiques des deux thèmes, mais aussi les liaisons des maisons dérivées. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on le rencontre dans la 7, mais la 8 est la 2 de la 7. Donc en réalité, c'est la transformation du couple dans la maison 8, qui est, comme je vous dis, la maison dérivée de la 7. Et on rencontre quelqu'un, si par exemple vous avez une maison 7 en balance, vous le rencontrez sous l'effigie de la non-dualité, de la non-agression, du cool, de l'harmonie, et après vous passez à une maison 8 en scorpion, et là vous avez, au bout de 2-3 ans, la relation, elle va se transformer en quelque chose de plus recherche de l'essence profonde, de plus scorpionnesque, parce que c'est la 2 de la 7, c'est maison dérivée. Voilà. Donc on peut chercher dans ce sens-là. C'est juste l'encart astrologique. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, Eh bien, dites, tant que... Parce qu'après, elle nous met dehors. Non, mais sur les détails, vous devez rester sur le générique aujourd'hui, non? Si poser le détail, je le ferai générique. On va essayer, si ça marche. Oui. Si je peux le tourner. L'heure de naissance, non? Souvent, elle n'est pas précise. Non. C'est juste l'infirmière, je ne sais pas, on est 1h15 et 1h25. Et ça change déjà l'ascendant, non? Alors, petite explication, ça c'est bon pour vous aussi. À l'époque, l'astrologie n'était pas individuelle. D'accord? L'astrologie, elle était juste pour les rois. D'accord? C'est est-ce que je dois faire un gamin maintenant? Est-ce que là, elle était plus d'origine générale. L'astrologie est devenue de plus en plus individuelle, parce que maintenant les gens dans les salles d'accouchement, si vous en avez déjà vu, vous avez une pendule, elle est grosse comme ça, vous n'avez que ça devant les yeux. Voilà.
Quoi, Laura? Oui, des pendules, des bombes. Ah, je savais pas. Voilà, dans les salles d'accouchement en France, elle est en face. C'est Voilà, depuis Napoléon, je crois. je ne sais pas si c'est de... Non, l'astrologie est devenue individuelle depuis 1800, si mes souvenirs sont bons. 1800, voilà, des années 1800. Fin 1700, début 1800. C'est vers Napoléon, quoi. Parce qu'il me semble que c'est Napoléon qui a dit que maintenant il fallait mettre à partir de... Les heures, peut-être que c'est Napoléon. Peut-être que c'est Napoléon qui a... Voilà, mais moi ce que je sais, c'est que l'astrologie est devenue individuelle à la fin 1780. Et après, il y a les maisons qui changent. Oui. Non? 5 minutes déjà. À 4 minutes. De toute manière, à l'heure actuelle, moi j'ai des gens qui viennent sans leur heure de naissance. Mais avec les positions planétaires, même s'il n'y a pas les maisons, et la concertation avec la personne, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien aussi. Voilà. Mais le seul truc, c'est que c'est plus difficile à trouver les domaines. Mais c'est pour ça que la consultation est importante aussi. Il y a d'autres outils qui permettent éventuellement de retrouver leur naissance. Oui, mais ça, alors, ça j'ai testé, c'est infernal. Donc, c'est pas fondamental. Non, on peut retrouver l'heure de naissance, mais la technique la plus appropriée, c'est un événement marquant, le mariage ou le décès, machin, et on peut retrouver l'heure. Après, il y a une technique qui est très employée, mais qui ne fonctionne pas. On l'a testé, on a pris 800 thèmes, on a appliqué, je me rappelle, ça ne me vient pas, mais ça ne marche pas. Et pourtant, elle est très répandue, il y en a beaucoup qui s'en servent, mais elle ne fonctionne pas. Enfin, du moins, sur 800 thèmes, on a eu 3% où ça a fonctionné. Donc, on a laissé courir. C'est la correction, je ne me rappelle plus le nom, mais bon, voilà. Le seul truc dont on peut se servir en astrologie, c'est prendre un événement marquant de la personne, mariage, accident, machin, et retrouver l'heure. Corriger l'heure, plutôt. Parce que retrouver l'heure, non, mais la corriger, oui. La corriger, oui. Voilà. Parce que quand je suis née, peut-être, il n'y avait pas le panneau. Vous êtes jeune quand même. Oui, les 80. Qui a déclaré? Ton père a été te déclarer? Qui? Non, je ne sais pas. Ah ben oui. Je suis allée à le Fuchonag. C'est des gens d'avant, ou dans les campagnes, les gens d'avant. Oui. Non, je suis née à Bruxelles, mais peut-être qu'il n'y avait pas... Oui, c'est en Europe quand même. Qui regarde la montre, enfin, non, c'est là où la proposition qu'elle a eue tout à l'heure sur notre méthode est intéressante. C'est une régression, par exemple, c'est un cas spécifique, une régression ou un truc d'hypnose, et éventuellement, tu peux peut-être trouver... L'hypnose, c'est pareil. Hein. L'hypnose, c'est quand même un sujet. Moi, j'ai 3 amis qui sont hypnothérapeutes de renom. Et quand tu es dans leur cabinet, c'est une musique. Quand tu discutes avec eux à table, c'est une autre musique. Hein. C'est pareil. L'hypnose, ils ne savent jamais vraiment s'ils sont dans l'inconscient universel ou ils sont dans la personne, ou ils sont en contact avec la personne. Ça reste encore. Par contre, l'hypnose est bien adaptée pour répondre à l'émotionnel. Ça, oui. Alors, ne serait-ce que pour... Mais en plus, voilà, ce qui est interpellant, c'est que vous prenez 10 fumeurs, vous allez chez le même hypnothérapeute, eh bien, ça ne marchera pas sur les 10. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a quand même une notion de personne qui rentre en jeu dans le résultat de la pratique. Tandis que sur un thème astral, ça n'existe pas, parce que vous avez un support qui n'est pas la personne. Alors, vous connaissez un peu la physique quantique? Un petit peu? Oui. Bon. Physique quantique, maintenant, il est prouvé que l'expérimentateur influe le résultat de la... Ah bon? Oui. Allez voir sur les derniers traités, vous prenez une expérience où le résultat doit être
ce qui doit être, et suivant l'expérimentateur, il n'est pas tout à fait le même. Voilà. Ce que vous appelez, c'est médecine quantique que vous appelez les nouveaux appareils qui soignent ou quoi là? Non, la médecine quantique, ça n'existe pas, c'est de la fumisterie, c'est s'occuper de la paix. Par contre, il y a un comportement quantique qui est vibratoire, qui celui-là est réel. Moi, si je vous envoie de l'agression verbale, d'accord, je vais répondre. Oui, non, mais si moi je vous envoie de l'agression verbale, je vais émettre des vibrations, parce qu'on sait maintenant que la réaction quantique, elle n'est que vibratoire, d'accord? Le quantique, c'est quoi? Ce n'est que des vibrations, c'est la théorie des cordes, donc ce n'est que vibratoire. Alors, si moi je mets dans ce monde vibratoire des vibrations nocives, eh bien, elles vont se répercuter dans tout l'univers. Vous avez vu cette expérience qui a été faite. Ils ont mis, je ne sais plus où c'est, à Las Vegas, une roue avec des bandes rouges et blanches, et ils ont mis la même roue dans un sous-marin, de l'autre côté de la planète. D'accord? Ils ont fait tourner celle à Las Vegas, elle tombe sur le blanc. Et bien celle dans le sous-marin, elle tombe sur le rouge. Et inversement, elles ne tombent jamais les deux sur la même couleur. C'est le phénomène du centième singe aussi. Oui, ben allez lire tout ça. Vous allez rester stecké sur le domaine vibratoire. C'est pour ça que je vous dis aussi qu'on est acteur de ce karma humain, du règne humain. On vit cette société un petit peu merdique aussi parce que on envoie des notions karmiques du règne humain de mauvaise aloi. D'accord? Si on envoyait plus d'amour, plus de choses qui sont dans le côté évolutif, eh ben, on aurait un règne humain qui serait un petit peu plus sympa. Mais ça va venir, hein? Ne croyez pas, l'évolution, elle est faite comme ça. Sur la Terre où ça va mieux que chez nous. Oui, mais bon, moi quand je parle du règne humain, c'est partout, hein. C'est partout, hein. Ils sont un peu grincheux quand même ici. On essaie vraiment le matérialisme. Non, mais même on a une société, mais attendez, les lobbies pharmaceutiques, ils sont internationaux et ils pourrissent le karma à tout le monde, hein. Ce sont des gens, ils sont plutocratiques, oligarchiques, et s'ils peuvent, voilà, bon, moi j'ai quand même beaucoup de cursus en milieu hospitalier, il y a quand même des choses qui sont inacceptables, hein. D'accord? En même temps, on ne peut pas penser comme ça, parce que sinon on serait en... Non, mais ce que je veux dire, si on pense que comme ça, on serait dans une spirale négative. Que quoi comme ça? Ben, le côté négatif, vibratoire, quoi. Ben non, il faut... ça va être l'heure. Entrez! Excusez-moi. C'est l'heure. Ouais. Donc il faut... Je vous dis juste que... Il faut justement... Il va trouver la pelote, le bout de la pelote. Ben, la pelote, une partie de la pelote, c'est vous. Ben, une partie de la pelote, c'est vous, l'autre partie de la pelote, c'est moi. Et tous ensemble, on fait la pelote. Vous comprenez? C'est pas leur problème. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits du son. Il y a des endroits où la vibration est plus négative. Mais ouais, c'est vachement dur de... Non, mais il faut le prendre dans l'autre sens. C'est chaque individu qui faisons l'ensemble. D'accord? Donc, si nous, on fait tous un petit pas, ben, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, ben, ça fera un grand pas pour l'humanité. D'accord? Voilà. Mais il faut que chacun, on travaille, voilà. C'est nous au service de l'ensemble. Il y a des fois, on n'y arrive pas.